C'est une affaire largement commentée cette semaine par tous, le rapport de la Cour des comptes, mais principalement sur les recettes visa, CNI et passeport. On en parle juste après cet élément de Lévi Soyo. Attention, 5, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, messieurs, j'ai le plaisir de vous recevoir. C'est le premier numéro de l'année 2024. Je vous souhaite une fructueuse année 2024. Et revenons à cette affaire, une affaire de recettes non conformes notamment. C'est en tout cas ce qu'est dit le rapport. Qu'est-ce que vous en savez? Je pense que c'est la première question à poser. Félix Boni. Qu'est-ce qu'on en sait? Ce qu'on en sait, c'est ce que la Cour des comptes a rapporté à toute l'opinion. Dans la forme, on dira que la Cour des comptes a fait son travail comme elle le fait tout le temps. Sauf que maintenant, depuis 1 ou 2 ans, les gens maintenant essaient de rentrer sur le site. Maintenant que les choses sont en mode digital numérisé, les gens rentrent sur le site pour pouvoir avoir accès à ces documents qui sont en réalité des documents publics. Et donc cela a permis de voir un peu certains dysfonctionnements que la Cour des comptes a relevés, des irrégularités en matière de gestion des fonds publics. Et cela interpelle davantage les Ivoiriens. Je dirais pourquoi les Ivoiriens vont maintenant s'intéresser aux documents de la Cour des comptes. Tout simplement parce que, c'est vrai, les institutions jouent leur rôle, mais quand la vie devient intenable, parfois tout le monde se pose la question pourquoi les choses ne vont pas. Et donc on cherche, à force de chercher, on finit par scruter tout ce qui est question de gestion, de gouvernance. Et la Cour des comptes, à travers ce rapport, quand même, a relevé des soucis de gouvernance, des irrégularités, des dysfonctionnements, beaucoup de choses qui sont de nature éventuellement à cacher des prévarications, c'est-à-dire des documents de deniers publics. Et c'est ce qui, aujourd'hui, en cette fin d'année ou en ce début d'année, touche pratiquement tous les Ivoiriens au moment où on procède à l'augmentation du coût de la vie à travers l'électricité, dont le coût va se renchérir bientôt. Professeur Dion. Alors, moi, je suis toujours en train de chercher. Quand il y a des faits de ce genre, je regarde côté pile, côté face, de profil, de travers même, et j'essaie de comprendre la rationalité qui sous-tend la gouvernance en Afrique. Les États, aujourd'hui, sont des États modernes, avec une science, une technicité, une éthique qui préside à la gouvernance de ces États. Vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que cette technicité et cette éthique demandent. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une institution, une juridiction qu'on appelle la Cour des comptes, qui est chargée de gérer, de contrôler en tout cas les fonds publics. Et la Cour des comptes nous dit, voici ce qui se passe. Voici ce qui n'a pas marché pour tel ministère. Ce qu'on attend, c'est dans un premier temps des explications cohérentes, logiques, pour dire pourquoi la Cour des comptes a eu à toucher à tel aspect des choses. Et on se rend compte que dans tout ce qui est en train d'être fait, j'ai même l'impression que ce n'est que la face visible de l'iceberg, puisque c'est juste un élément qui a été sorti depuis l'année 2022. Ce rapport est là. Et c'est maintenant qu'on s'en rend compte. Mais premièrement, pourquoi? Il y a peut-être des questions qu'on va se poser après. Mais ce qui interpelle, c'est le dysfonctionnement dans la gestion des fonds publics. Comment ça se fait que la législation, que l'on connaît tous, est, je ne sais pas s'il faut dire contournée, pour que des fonds de ce genre se retrouvent sur des comptes séquestres? Qui gère ces comptes? Comment cet argent est utilisé? Est-ce que certains fonds échappent au trésor public? Et pourquoi? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose à travers ce seul fait qui ressort du rapport de cette Cour des comptes-là. Et c'est ça qui nous inquiète. Qu'est-ce qui vous interpelle, ou bien quelles sont vos analyses, vos commentaires à l'affaire Wakili? Selon moi, d'abord, il faut saluer ce que la Cour des comptes a fait. Il faut saluer aussi la vigilance, ou du moins le travail citoyen du professeur Mamadou Koulibaly, qui est celui qui a fait prendre conscience pour cette année. Sinon, les années passées,
des médias et d'autres acteurs et institutions font ce travail d'appropriation du rapport de la Cour des comptes. Donc, ce n'est pas nouveau. Peut-être que l'impact, l'ampleur des commentaires n'avait pas été de la même nature que cette année. Voyez-vous, à la suite de ce que les deux amis ont dit, moi je voulais relever qu'un bon travail de la Cour des comptes ne doit plus poser des questions, ne doit plus conduire à poser des questions, celles que le professeur Dion vient de poser, les questions que Félix a posées tout à l'heure. Un bon travail de la Cour des comptes doit donner les réponses à tout et ne doit pas conduire à des spéculations. Parce que c'est à cela que nous constatons des soupçons de prévarication, des soupçons de détournement. Y a-t-il eu prévarication? Y a-t-il eu détournement? La Cour des comptes n'a pas été en mesure de nous le dire. Et on n'est qu'à des stades de conjecture et de soupçons. C'est finalement ce que l'on retient, mais il y avait justement cette question à venir. Voilà, oui. Sur comment situer les responsabilités. Donc, on salue la Cour des comptes qui existe, mais son rôle est de faire un travail qui évite, parce qu'elle en a les moyens et l'obligation, qui évite les questions qu'il vient de poser là. Justement, on va revenir, on va les reposer ces questions, parce que c'est quand même très important. Lansine Bakayoko. Je pense que la Cour des comptes, dans le principe, est dans son rôle. C'est-à-dire vérifier les comptes publics, voir l'utilisation ou même l'usage qu'on fait de la fortune publique, des deniers, si les procédures sont respectées et si la gouvernance se fait dans la transparence. Mais moi, je veux rester factuel. Je pense que sur ce rapport, en beaucoup de ces aspects, la Cour des comptes, je respecte l'institution et son président, que je connais par ailleurs pour la qualité de sa gestion. Mais je pense que la Cour des comptes a laissé poser plus de questions qu'elle n'a permis de répondre. Est-ce qu'il y a eu prévarication? Est-ce qu'il y a eu malversation? Ça, la réponse ne coule pas de source. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait évident, mais la clameur publique laisse croire qu'il y a eu de la prévarication, de la prédation de la fortune publique. Et ça, moi, ça me pose problème. Je pense que la Cour des comptes aurait pu faire beaucoup plus de clarté dans ses directives ou, si vous voulez, dans ses recommandations. Parce qu'en réalité, ce document devrait servir au commanditaire suprême, c'est-à-dire le chef de l'État, qui a mis l'institution en place, qui lui a donné autant de pouvoir en 2018. Et ça devait permettre de pouvoir engager des poursuites judiciaires éventuellement en cas d'atteinte à la fortune publique. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour ce qui concerne précisément le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous aussi, en tout cas, profitant de cette situation, moi j'ai lu l'intégralité des 91 pages, au moins 2 fois. Mais je pense que la Cour des comptes, elle-même, il y a quand même des dysfonctionnements dans son interprétation. C'est une institution qu'on ne doit pas critiquer, mais il y a des choses quand même à ajuster, à dire. Et elles sont nombreuses. En tout cas, au regard de la lecture que moi j'ai pu faire, peut-être qu'on y reviendra quand tu le permettras. Oui, bien sûr, on y est justement parce qu'il faut quand même que ce soit suffisamment clair puisque des départements sont indexés, mais ce n'est pas vraiment évident de dire exactement ce qui s'est passé, qui a fait quoi surtout. Et c'est ce qu'Alafé disait tout à l'heure. Félix Boni a peut-être une réponse. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut rechercher de clarté dans ce que la Cour des comptes a édité. C'est un document de 91 pages que, donc, comme Bakayoko vient de le dire, moi aussi, j'ai eu le temps de le parcourir en autant de fois avant d'arriver sur ce plateau. Et je crois que les choses sont plus ou moins claires. Qu'est-ce qu'on voudrait que la Cour des comptes dise? La Cour des comptes a fait 10 recommandations. Et les 10 recommandations ont été faites sur la base de différentes observations. Et ces observations ont mis à nu, sur les 91 pages, à plusieurs reprises, le mot incohérence est revenu. Incohérence. Incohérence dans les chiffres. Quand on rapporte des chiffres de 90 milliards et qu'on rapporte 123 milliards et que la Cour des comptes demande des explications et qu'on dise que non, c'est en rapportant qu'il y a une erreur dans le reportage des chiffres,
Je crois que 90 milliards, 200 millions, c'est différent de 123 milliards dans le report. Ça, vous parlez de la question. Ce n'est qu'un exemple que je prends. Ce n'est qu'un exemple. Il y a autant d'éléments. Quand vous prenez la gestion du sud de Treichville, les éléments qui apparaissent dans la gestion du sud de Treichville et que la Cour des comptes relève des éléments qu'elle appelle irrégularité et incohérence, ce sont des éléments qui veulent dire qu'il y a quelque part une sorte de prévarication quelque part. Mais la Cour ne le dit pas aussi. Vous voyez, Boni. La Cour ne le dit pas comme ça. Il y a une réaction aujourd'hui il y a une réaction du ministère du Budget qui dit ceci. L'ex-ministre du Budget, donc le ministre actuel du patrimoine. Dont les collaborateurs ont produit une réaction en droit de réponse à un confrère de la place. Et dans cette réaction, je lis ceci, que la Cour des comptes a utilisé, c'est-à-dire les responsables de la Cour des comptes ont compris les choses selon leur appréhension de certains concepts. Alors là, je dis qu'il faut respecter nos institutions parce que cette Cour des comptes, dont les membres, c'est-à-dire ceux qui ont rédigé ce document-là, l'identité de ces membres et leur qualité, c'est-à-dire de hauts magistrats, des experts, de grands économistes qui ont rédigé ce document, et on ne peut pas vouloir mettre en cause, y compris le président de la Cour des comptes, qui est un grand professeur en économie, qui est agrégé d'économie depuis 1997, qui est ancien doyen des facultés économiques. On remet en cause effectivement, sa compréhension de certains concepts, mais c'est dangereux qu'on puisse remettre en cause la compréhension des concepts de ces éminentes personnalités qui sont à la tête d'une autre institution que de l'État de Côte d'Ivoire. Je ne pense pas peut-être que c'est leur... Oui, d'accord, on va passer la parole à... C'est sur la place publique qu'il faut aujourd'hui vilipender la Cour des comptes par rapport à ses capacités. Je pense que c'est assez fort pour le moment. Nous n'y sommes pas encore. Ah non, c'est ce que je constate. Alafi Wakili. Il faut prendre des deux côtés. Quand l'intégrité du gouvernement est mise en cause, ça ne dérange pas. On fait une petite observation sur la Cour des comptes, on fait les grands mots. Parce que si ce n'est pas la Cour des comptes, c'est le gouvernement qui est totalement mis en cause, gens ne connaissant rien. Prenons l'exemple du ministère des Sports qu'il donne. Vrai ou faux? Il dit 90 milliards. La Cour des comptes interpelle, ils disent non, il y a eu erreur de reporting, c'est 121. Dans le fond, au lieu de soupçonner, la Cour peut-elle nous dire s'il y a eu prévarication, s'il y a eu détournement? Elle se contente de rapporter les deux reports et de faire des recommandations. Dans le fond, est-ce que l'argent a été détourné, volé? La recommandation. Non. Mais la recommandation dit quoi? Est-ce que l'argent a été volé, détourné ou c'est une erreur de reporting? Ça peut arriver. Est-ce que ça, là, c'est signe de prévarication? Par pudeur. Il y a un problème. Je pense que par pudeur. Quand le ministère des Sports donne une réponse, la Cour des comptes vérifie, elle a la capacité de vérifier. C'est ce qu'on lui demande. Au lieu de dire, on a constaté, on a demandé au ministère, on dit à l'avenir. Si dans le fond, il n'y a pas eu de détournement, lui, il voit un soupçon de prévarication. Est-ce que le rôle de la Cour des comptes est de laisser perdurer ce type de mise en cause de l'intégrité d'un gouvernement? Étant entendu qu'à la fin, un Cour des comptes dit, bon, irrégularité, directement tout, mais la gestion est bonne. Bravo, gouvernement. Vous avez bien travaillé. Voilà le problème, n'est-ce pas? Oui. La Cour des comptes, après avoir dit tout ça, là, elle dit bravo, vous avez bien travaillé. Mais si, il y a une déclaration de conformité. D'accord, à la fin. Il y a une déclaration de conformité, on est d'accord. Il y a un problème. Après avoir dit tout ça, là, la Cour suprême dit bravo au gouvernement. La Cour des comptes. La Cour des comptes dit bravo au gouvernement. Félix, il ne faut pas donner des anges. Il ne faut pas comparer les gens de la Cour des comptes à des anges. Loin de là. Moi, il y a quelques anomalies que j'ai pu relever. Je ne dis pas que je suis à la cheville de ceux-là, mais il y a quelques anomalies. Par exemple, sur l'appréciation de la dette. Mais ce n'est pas du ressort de la Cour des comptes. La dette, la politique de la dette, c'est une politique gouvernementale. Ce n'est pas à la Cour des comptes de commenter la politique d'endettement de l'État, par exemple. Parce que s'endetter, l'endettement, c'est une politique gouvernementale. La Cour des comptes ne statue que vérifie que sur les dépenses réalisées, etc., etc. Elle n'a pas à statuer, par exemple, sur ces questions. Il y a un volet où la Cour des comptes nous dit, par exemple, il y a double emploi au niveau, par exemple, les dépenses de personnel. Les dépenses de personnel. Et elle dit,
les dépenses des personnes ne sont pas... Il y a double emploi parce que quelque part, par exemple, au ministère du budget, ils n'ont pas de dépenses de personnel, ils n'ont pas de charges de personnel. Ces chiffres ne sont pas en conformité. Mais franchement, les dépenses de personnel, ce sont les salaires. Les charges de personnel sont et les salaires et les autres dépenses liées au personnel. Par exemple, les baux administratifs. Je ne comprends pas que la Cour des comptes ait pu faire cette confusion, par exemple, sur les dépenses de personnel et les charges de personnel et venir dire qu'il y a des anticonformités entre les deux chiffres. Et des choses comme ça, il y en a beaucoup. Et puis par ailleurs, sur la question de SNEDAI, par exemple, mais la Cour des comptes aurait pu vérifier si le fonds existe dans un compte séquestre. Il ne le dit pas. Mais moi, j'ai enquêté. J'ai fait des investigations sur la question. Mais ce compte existe bel et bien, sans publicité aucune à la BACI. Et ce compte est alimenté à 3,393 milliards de francs CFA au moment où je vous parle. C'est la banque de l'État. Au moment... Non, tu feras tes commentaires après. Mais je dis qu'au moment où on parle... C'est autorisé par la Convention de l'ONU. Au moment où je parle... Mais c'est autorisé par la Convention. Au moment où je parle, il y a une ligne sur ce compte séquestre qui alimenté par SNEDAI qui fait 3,393 milliards de francs CFA. Et par exemple, de 2019 à 2023. Pour la seule année de 2022, il est marqué 735 milliards de francs CFA. Et 735 millions de francs CFA. Et en fonction du cadrage budgétaire, c'est-à-dire des prévisionnistes, on pourrait s'attendre à peu près à 900 millions de francs CFA pour 2024. Donc ces choses-là existent. Je ne comprends pas qu'une Cour des comptes n'ait pas eu la perspicacité d'aller vérifier tout ça et qu'elle nous mette dans des conjectures actuelles. Par ailleurs, je pense qu'elle a aussi manqué de filtrage parce que les personnes à qui elle a demandé, quand j'ai lu, le rapport, la Cour des comptes est allée voir des gens du Trésor, mais c'était une question budgétaire. C'est-à-dire les taxes, les droits de taxes, c'est une question budgétaire, c'est-à-dire des impôts. Donc la Cour aurait dû s'adresser à des agents des impôts. C'est normal que quand la Cour s'adresse à des gens du Trésor, qu'ils disent « nous n'avons pas connaissance de cette ligne ». Donc, cet aiguillage-là n'a pas été bien fait. Et puis par ailleurs, les droits de thème sur les lignes budgétaires, c'est-à-dire dans la confection du budget, ce n'est pas des lignes individuelles. Ce sont des lignes agrégées. C'est-à-dire qu'on dit les droits de thème. Par exemple, cette année, si vous regardez le budget, c'est 136 milliards de francs CFA. Sur les lignes. La Cour note une bonne exécution. Et puis, je termine par là. Moi, je suis aujourd'hui dans l'inconfort en parlant de la Cour. Il y a quand même quelque chose de gênant, de rédhibitoire dans cette affaire. Par exemple, pendant que la Côte d'Ivoire est en programme avec les institutions de Bretton Woods et le Fonds monétaire international, le Fonds monétaire international donne quitus à la gouvernance de son programme économique. C'est en ce moment que la Cour suprême et la Cour des comptes, elle dit qu'il y a des dysfonctionnements. Mais quel est le retentissement à l'extérieur alors que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en programme avec le Fonds monétaire international? Il y a là un problème, je ne vais pas dire d'antipatriotisme, mais il y a des questionnements à se faire. Bon, pour ceux qu'on n'a pas entendu quand même assez... Je suis très embêté quand j'entends le commentaire de Bakary. C'est peut-être moi qui suis ignorant. Oui. Est-ce qu'on est en train d'incriminer la Cour des comptes? Est-ce qu'on est en train de dire que ces hauts magistrats, ces économistes qui sont là-bas n'ont absolument rien compris du travail qu'ils sont en train de faire et qu'ils sont en train de travailler contre la patrie? Est-ce que c'est ça? Je crois qu'on a quand même lu quelques lignes du rapport. Ils ont fait sortir un certain nombre de dysfonctionnements. Ils ont même demandé, selon eux, dans leur rapport, des explications à certains membres du gouvernement. N'avaient-ils pas la latitude, ces membres du gouvernement, de donner, si on part du principe que les gens de la Cour des comptes ne savent rien, les raisons et les explications que Bakayoko est en train de donner ici? Vous pensez vraiment que c'est des gens qui sont dans leur bulle, dans leur tour d'ivoire et qui ne cherchent pas à comprendre, alors qu'on leur a fait confiance et qu'ils sont censés vérifier un certain nombre de choses? Bon, je ne veux pas vraiment aller sur ce terrain-là. Ils sont en charge du contrôle des fonds publics. Quels que soient les liens que nous avons, ce que nous sommes en train de faire avec l'extérieur ou pas. Ce que je déplore dans cette affaire, avant de vous laisser la parole, c'est que
ministres et autres qui ont été pointés du doigt. C'est eux les explicateurs. Quand les explicateurs n'arrivent pas à convaincre, ou quand leurs explications contribuent à mettre du flou dans le flou, mais il est normal que l'hypothèse explicative de l'opinion, que ce soit le péculat, la concussion, le détournement, comme il est en train de dire, parce qu'il y a du flou. Le communiqué du ministre de l'économie et du ministre de l'Intérieur qu'on nous a servi, ce communiqué ne pouvait-il pas simplement relater les faits tels que Bakayoko est en train de le dire ici, si tant est que tout le monde peut avoir accès à l'information? Mais quand il termine pour dire « vous pouvez venir voir nos services pour vous informer », mais quelle est cette attitude-là qui consiste à dire à chaque citoyen ou 25 millions de citoyens que nous sommes, faites le rang, venez au ministère de l'Intérieur, on vous informera. C'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire. C'est eux qui doivent nous informer sur la façon dont ils gèrent les fonds publics. Félix Boni, il fallait quand même attendre un peu plus de la part du gouvernement en termes de réaction. Mais je ne sais pas. Sommes-nous en train de parler d'une cour ou d'un collectif ou d'un comité de quartier qui allait produire un document? Nous sommes quand même en train de parler d'une cour. C'est quoi une cour? Alors, quand on me parle quand on parle du cour, la cour travaille sur la base de certaines normes. Et aujourd'hui, cette cour a produit un document pour dire, conformément aux normes qui sont établies, ces différents éléments ne sont pas conformes. La cour a précisé dans le préalable de son document, son travail là, c'est de voir la conformité des dépenses et des recettes et des chiffres qui ont été produits par les différentes administrations qui ont géré les fonds publics. Alors quand on me parle de la dette, la Cour n'a pas à connaître des questions de la dette de la Côte d'Ivoire. Mais la Cour te fait comprendre que conformément aux normes établies, nous sommes allés jusqu'à 4% alors que nous devrions nous arrêter à 1%. Ce n'est pas conforme et la Cour relève cela. On parle tantôt tout à l'heure de la question de Sneda. L'argent est bel et bien dans une banque que je n'aurais pas non plus citée. Mais la banque de la Côte d'Ivoire, de l'État de Côte d'Ivoire, c'est la banque du Trésor. L'argent qui dort dans une banque privée, cet argent-là génère des intérêts. Ces intérêts, c'est pour qui? Mais cet argent, si pour la répartition, la part de l'État devrait passer par cette banque privée pour que l'autre puisse avoir, mais la part de l'État doit se retrouver dans la banque du Trésor de Côte d'Ivoire, de sorte que cet argent puisse être, j'allais dire, vérifiable par la Cour qui en a, les prérogatives. Alors, ça, pour terminer, je vais terminer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, après en avoir été interrogé sur la question, a été clair. Le gouvernement a pris acte du travail de la Cour des comptes et le gouvernement va prendre des dispositions. Et il annonce même une sorte de sanction qui va éventuellement suivre. Ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas marché, il y a un dysfonctionnement. Tout le monde est d'accord qu'il y a un dysfonctionnement. Et le ministre porte-parole du gouvernement, à travers ses propos, nous sommes en direct sur la télévision, montre qu'il y a dysfonctionnement et que l'État va prendre ses responsabilités. Alors, sommes-nous en train de juger, sommes-nous une autre cour pour juger la cour? Faisons confiance à nos institutions. Je ne pense pas. Nous commentons juste. Ce que nous sommes en train de faire à ce moment précis, remettre en cause, j'allais dire, la probité du travail produit par cette institution, parce que les institutions internationales... Mais les institutions internationales ne sont-elles pas aussi faillibles? Elles sont aussi faillibles, hein. Pourquoi remettre en cause? Parce que c'est national? Non. D'accord. Merci Félix. C'est-à-dire que nous constatons une indignation face à une interpellation faite, elle peut être forte par Bakayoko à l'égard de la Cour des comptes. Mais ça ne dérange pas de dire que les institutions internationales peuvent faillir, que la Banque mondiale, le FMI peut faillir. Mais lorsqu'on dit la Cour des comptes a pu faillir, on nous dira qu'on méprise les institutions nationales. Il faut avoir le même traitement pour l'ensemble des institutions. Et dans la même veine, il faut avoir du respect pour le gouvernement ivoirien et les ministres qui y travaillent. On ne peut pas jeter à la vindicte, livrer en pâture des gens sur la base d'un rapport incomplet qui ne dit pas qui n'a pas dit des choses, et puis on fait des interprétations qu'on veut attribuer à la Cour. Et puis on met en cause des dirigeants de détournement, de prévarication. Il y a un problème. Oui, il y a un problème quelque part. Peut-être que ce n'est pas la Cour des comptes, c'est ceux qui manipulent peut-être ce que la Cour des comptes dit. Il faut voir où est le problème. Sinon, les faits, il y a une traçabilité. Par rapport à ce que Félix a dit, la Convention et ensuite l'ordonnance permettent d'ouvrir un compte dans une banque de la place sous contrôle du receveur des impôts. Ah oui.
Donc le receveur des impôts, à défaut de la Banque du Trésor, qui n'existait pas à l'époque. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc à défaut, le receveur des impôts a la signature sur le compte. Donc c'est l'un de l'État. L'État lui-même a des comptes, il y a des structures sous tutelle, il y a des structures à participation de l'État qui n'ont pas tous leurs comptes au Trésor. Donc il y a des choses qui se font. Il ne faut pas qu'on fasse croire que c'était une disposition particulière. Voilà, donc quelques-uns ont pu bénéficier, il n'en est rien. Et donc c'est vrai que la Cour peut évoquer la loi de 2014, Code des impôts au 10 au plus tard, mais elle doit prendre en compte tous les documents, y compris la convention et l'ordonnance d'application, ainsi que les arrêtés. Elle a rappelé l'arrêté, mais l'arrêté est basé sur une ordonnance. L'ordonnance dit, quand on paye 40 000, il y a 15 000 qui partent sur un compte sous la signature du receveur. L'ordonnance dit ça. Est-ce que l'arrêté invoqué pouvait dire autre chose? Je voudrais terminer sur un point. De mon point de vue, lorsque la Cour parle, lorsqu'elle parle, elle dit la Cour. Elle ne dit pas le président de la Cour. Elle ne dit pas tel auditeur. Mais pourquoi, lorsqu'elle rapporte les réponses des institutions, elle individualise? Elle dit le ministre. Je pense que c'est une observation qu'on peut faire. La Cour fait des recommandations. Nous aussi, on peut faire des recommandations à la Cour pour dire à l'avenir, elle peut dire la Direction générale du Trésor a répondu, le ministère du Budget a répondu, le ministère de la Communication a répondu. Tel n'est pas le cas. On a l'impression qu'il y a une tentative de personnalisation et d'individualisation. Oui, d'accord. Mais la Cour aussi a une personnalité. Oui. La Cour a une personnalité. Elle prend en compte sa personnalité la concernant. Elle dit la Cour. On ne dit pas le président de la Cour des comptes recommande, on dit la Cour recommande. Donc, c'est le ministère. Il y a une question. C'est le ministère. La Cour a écrit au ministère. Elle a écrit au ministère. Et le ministre a répondu. Elle a écrit au ministère. Peut-être souvent les réponses sont signées des directeurs. Bon, on l'a vu, l'ancien ministre du Budget, actuel ministre du Patrimoine, a déploré le fait qu'on parle de ministres au lieu de ministère. Mais moi, j'ai la question suivante, c'est plutôt comment Lansine Bakayoko, d'ailleurs, c'est un journaliste, il ne va pas citer ses sources, il a eu ses informations, mais pourquoi la Cour n'a pas eu accès à ces documents? Oui, mais parce que la Cour n'a pas... Je peux affirmer ici que la Cour n'est pas allée en direction des ministres concernés. Parce que, vous savez, dans le budget programme qui est maintenant de vigueur, tous les ministres, chacun des ministres est ordonnateur de crédit. C'est contrairement à l'ancienne directive où c'était le ministère du Budget ou bien le ministère de l'Économie et des Finances qui était le seul ordonnateur des crédits. Aujourd'hui, tous les ministres sont ordonnateurs de crédit. Je pense que... ne me donne pas l'impression que je veux personnaliser le débat et que je suis contre la Cour des comptes. Non. Je dis qu'il faut... Cette manière de livrer les membres du gouvernement à la vindicte populaire, moi, c'est ça que je trouve relativement gênant. Prenons le cas de l'ONESI, par exemple. Mais il y a un contrôleur financier qui est nommé à l'ONESI. Il existe un contrôleur financier là-bas. Et on a dit qu'il y avait des dysfonctionnements. Mais les 5 000 francs là-bas, par exemple, ce n'est que, jusqu'en 2019, ce n'est que 5 000 francs qui reviennent à l'ONESI pour ses charges de fonctionnement et qui lui ont été affectés, je ne dirais pas concédés, mais affectés par le gouvernement. Les 4 000 francs sont affectés à CMEDES qui est chargé de la production du document. Mais est-ce que la Cour a tenu compte de tout ça? Quand j'ai lu le rapport, visiblement, la Cour n'a pas tenu compte de tout ça. Et je renchéris dans ce qu'elle a fait dit. La Cour, même quand elle n'a pas rencontré physiquement un membre du gouvernement, qu'elle a rencontré une direction sous tutelle, elle dit dans son rapport, le ministre dit, réponse du ministre. Il y a là une certaine manipulation, à mon sens. Et Mamadou Koulibaly, qui est coutumier de sensationnel et de la manipulation, s'est engouffré dans cette brèche pour donner ce que ça donne aujourd'hui. Le professeur n'est pas d'accord avec vous, visiblement. Le rapport est disponible sur le site professeur. Le rapport est disponible sur le site il de est la public, Cour. oui, évidemment. Il ne faudrait pas dire ce qui est faux, parce que ce que Bakayoko est en train de dire là, les Ivoiriens vont aller lire le rapport et verront que la Cour n'est pas allée rencontrer une direction sous tutelle pour maintenant attribuer cela à un ministère. La Cour n'a pas rencontré le ministre des Finances, la Cour n'a pas rencontré le ministre du Budget. Il faut bien je peux te le garantir. S'il vous plaît, procédions. Ce qu'il dit et qui
qui pourrait m'intéresser, c'est qu'il a l'air de vouloir dire que la Cour ne va pas jusqu'au bout. C'est ce que j'ai compris. Vous dénoncez quelque chose, vous pointez des irrégularités et vous n'allez pas fouiller. Mais quand vous regardez les attributions de la Cour, à moins que je me trompe, ils ont la capacité d'aller vérifier sur le terrain. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Exact. Même pour le ministère de la Défense, où on a des cas de secret défense, ils peuvent s'autoriser, sous réserve de ne pas publier certaines informations, ils peuvent s'autoriser à aller faire un contrôle. C'est ce que j'ai lu sur le portail de la Cour. Donc, si la Cour ne fait pas ça, je ne cherche pas à savoir pourquoi ils ne le font pas, mais il faut qu'ils le fassent désormais. Deuxième chose, j'ai le sentiment que, après l'avoir écouté, il y a un problème de communication. Quand le rapport sort et qu'on pointe une irrégularité comme ce qui concerne la carte d'identité ou le passeport, mais les informations que lui, journaliste, est en train de nous donner, il suffit qu'un ministre ou un ministère donne ces informations, mais on n'en serait pas là. Et il faut qu'ils viennent nous parler, parce que nous, on peut parler sur la foi de ce que Bakayoko est en train de dire, mais il y a des gens qui dirigent ces institutions. Dernière chose, j'ai fait mon travail de savant et d'intellectuel. En 1873, un auteur que vous savez, que vous connaissez, Hector Malot, qui a écrit Sans famille, mais il a écrit un livre intéressant qui s'appelle « Le mariage sous le Second Empire ». Vous savez ce qu'il disait? Depuis 1873, je me moque de la Cour des comptes. Elle doit commencer à comprendre qu'avec moi, ses observations sont en pure perte parce que je suis plus fort qu'elle. On a le sentiment que dans nos pays, il y a des ministres, il y a des directeurs, il y a des gens puissants qui parlent comme Hector Malot. Je me moque de la Cour des comptes. Non, la Cour des comptes est un instrument je ne suis pas en train tellement fondamental. Laissez-le terminer. Laissez le procès terminer. La bonne gouvernance, pour la bonne gestion des États, il faut que cette Cour-là s'approprie véritablement son rôle, travaille dans l'objectivité, dans la liberté, et puis dise voilà comment les choses sont faites, parce que c'est un instrument de contrôle dans la bonne gouvernance. Une première réaction juste à côté de vous. Personne ne se moque de la Cour des comptes. La volonté de dire des choses sur la Cour des comptes finit par conduire à se moquer des autres, à trouver des ministres puissants, des ministres arrogants qui se moqueraient de la Cour des comptes, ou des citoyens qui se moqueraient de la Cour des comptes comme Hector Malot, alors qu'il n'en est rien, absolument rien. Je répète, comme je l'ai dit au début, les questions qu'il pose, les réponses que Bakayoko a données, qui existent, pourquoi la Cour des comptes n'a pas pu les avoir? Ça, c'est une question fondamentale. Le dire, là, c'est pas se moquer de la Cour. Aujourd'hui, il est établi que l'argent est là, que SNEDA de 2019 à 2022 a donné 3 milliards, près de 4 milliards, que le compte est là, que l'argent ne s'est pas volatilisé, que nous avons environ 60 000 passeports par an. La Cour doit vérifier si c'est vrai. C'est les chiffres qui sont donnés. Elle doit vérifier si c'est vrai, parce que d'autres parlent d'un nombre extraordinaire. À l'origine, lorsque la convention était signée, c'était une estimation d'1 million de passeports sur 10 ou 15 ans. La Cour doit vérifier si c'est exact. Les informations existent. Les cartes d'identité, c'est 5 000 par personne. On est à combien de cartes aujourd'hui? Et puis la Cour réclame les droits de l'État. C'est vrai. Quand c'est 5 000 la carte, est-ce que tous les 5 000, c'est droits de l'État? On doit produire. Donc la production. Non, oui, c'est pas donc la Cour réclame quand même, mais on a eu l'impression, qu'elle réclamait tous les 5 000, puisque des 15 000 de passeports, on est passé à 20 000. Puisque dans son rapport, on a vu 20 000 comme si c'était pour les passeports, alors que pour les passeports, c'est 15 000. Voilà des confusions, voici des situations créées par la Cour. On veut savoir plus. Et nous, on dit, nous sommes ici aujourd'hui. Lui, il a obtenu des informations. Moi, j'en ai obtenu. Lui se pose des questions. Lui, il s'en pose. Le public spécule. Le rôle de la Cour était de nous donner des réponses précises à des questions précises. Il y a combien de passeports? Vous dites que les recettes sont bas, mais nous, la Cour, là, donnez-nous, on allait calculer comment c'était. D'autant plus que dans les 140 milliards à peu près, 136 là, avec le bon taux d'exécution que la Cour a noté, il semble qu'il y a les thèmes des passeports, les 3 à 4 milliards dont on parle, il semble qu'on peut trouver les traces des passeports là-bas. Donc la Cour en tout cas, aurait les pu ressources ne se sont investiguer ce sera juste pour après. découvrir tout ça
et savoir que peut-être à ce jour, nous avons 5 millions de cartes d'identité et que les recettes globales de 5 millions de cartes, c'est 25 milliards. Maintenant, on doit les produire. L'État devait avoir combien dedans? Si c'est 1000 francs, ça fait 5 milliards. Maintenant, effectivement, à quoi cet argent a servi? La Cour pouvait identifier et ensuite se demander... D'accord, on a bien compris. Que la communication gouvernementale sur la question. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous disons que ce que nous obtenons, la Cour aurait pu l'obtenir et que c'était son devoir. Le gouvernement aurait a priori, non, la Cour a-t-elle demandé? La Cour a-t-elle demandé? La Cour semble avoir dit, en tout cas. Non, elle a posé des questions précises. Elle a dit ce montant-là, c'est quoi? Elle n'a pas demandé autre chose. Dans le rapport, ça se voit. Elle a dit ce montant-là, c'est quoi? Et le gouvernement a expliqué le dit montant. Maintenant, pour le reste, il a expliqué aussi de quoi il s'agit. Et puis c'est tout. Maintenant, la Cour aurait pu, lorsqu'elle a été ramenée aux conventions Sneda et Onesi, la Cour aurait pu se saisir justement pour dire que dit d'ailleurs Sneda et Onesi, en quoi cette convention vous permet, par exemple, de ne pas loger l'argent le 10 de chaque mois sur les comptes du Trésor. Et elle aurait pu constater que lorsque la convention était signée en 2007-2008, lorsqu'il y a eu l'ordonnance, il y a eu tant de temps, et que donc l'argent transite par une banque sous le contrôle du receveur. Maintenant, ce receveur, qu'en a-t-il fait après et combien l'État a-t-il perçu? Il y a tellement de questions. Oui, il y a tellement de questions. Et le dire ne signifie nullement que nous nous moquons de la Cour. Nous avons extrêmement du respect pour la Cour. Nous disons simplement que nous faisons des observations et qu'elle aurait pu nous éviter le trouble dans l'opinion publique des questions, des besoins et des réponses et la tentation, le sentiment que des gens ont fait de la prévarication et des détournements de ressources, comme lui l'a laissé entendre avec prudence. Alors, et comme d'autres le disent avec certitude, parlant même de 600 milliards évaporés. Alors que les sommes en jeu ne peuvent même pas atteindre ces montants. Non, messieurs, bien sûr, mais on va aller vite parce que le temps nous est persécutant. Oui, Félix. La Cour des comptes, son travail, c'est de faire un contrôle, mais également aussi des conseillers. Et la méthodologie utilisée par la Cour des comptes travaille sur des documents mis à sa disposition. Et la Cour des comptes travaille sur des normes. Et sur la base des documents, la Cour des comptes a fait l'examen de ces documents, a fait des observations, a posé des questionnements et a donné des conseils, c'est-à-dire les recommandations. Alors quand on dit la Cour des comptes n'a pas dit les choses clairement, mais les recommandations, quand bien même les questions ont eu des réponses, la Cour des comptes a montré que ces réponses qui ont été données ne me satisfont pas. Voici les recommandations que je fais. Je précise qu'il s'agit d'un rapport, donc le rapport a un destinataire. Le destinataire du rapport, c'est le président de la République. Et alors le président fera de ce rapport et des recommandations de la Cour des comptes ce qu'il lui semble bien de faire pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Donc, si le porte-parole du gouvernement a dit que le gouvernement en a pris acte, que le gouvernement prendra la disposition conformément à ce rapport, je crois que ce n'est pas pour livrer les gens à la vindicte populaire, mais le rapport a un destinataire qui prendra ses responsabilités. Et les Ivoiriens aujourd'hui regardent le président. Qu'est-ce qu'il fera de ce rapport? Très bien, en 30 secondes, vraiment, tout terminé, oui. Donc, ce que je voudrais conclure pour ma part, que la Cour des comptes est dans son rôle. Je la respecte en tant qu'institution de la République. Mais je pense qu'elle gagnerait à avoir un peu plus de rigueur et dans la gestion de ces questions-là. Parce que, c'est vrai, dans son rapport, j'en ai vu d'autres, il y a des fautes de gestion qui sont évidentes. Par exemple, il y a des décisions qui doivent être prises par décret présidentiel. Par exemple, les réaménagements budgétaires, par exemple, ou des réaffectations budgétaires des ressources, des réallocations des ressources, doivent être prises par un décret. Mais j'ai une ordonnance même. Mais j'ai vu quelquefois que c'est par un simple arrêté ministériel que ces affectations budgétaires se sont déroulées. Ça, c'est des écarts de gestion, oui, qui sont réels et qu'on peut dénoncer. Mais je dis que cette manière de livrer les gens à la vindicte populaire, c'est ça que je trouve absolument gênant. D'accord. Alors, messieurs, je pense qu'on a... Mais je voudrais préciser que, malgré tout, la Cour conclut que la gestion est bonne. Elle certifie.
malgré ses recommandations et ses avis. Là aussi, il y a un problème. Elle a fait risque de refaire le débat parce Oui, que Félix c'est n'est pas ça. d'accord. Félix n'est pas d'accord. La déclaration de conformité existe. Et dans cette proposition, la Cour Non, a la fait ses déclaration de recommandations. conformité. Mais messieurs, je pense que finalement, ce que ça nous permet de dire, c'est que cette affaire, bon, n'est pas terminée, qu'il faut suivre. Sur ces deux questions, moi je peux le dire avec certitude, il n'y a pas eu de malversation. Sur ces deux questions précises, je ne dis pas tout le rapport, parce que oui, c'est vrai, il y a quelques incongruités qu'on peut voir. Mais sur ces deux questions, je pense que la Cour gagnerait à être beaucoup plus On n'en est explicite. pas tous convaincus. Voilà. Bon, là, voici n'en est pas notre tous avis contraire. Alors, messieurs, Donc, c'est justement ce que je il y a disais. de quoi, justement, interroger si est-ce que c'est Je le ne rôle... dis pas qu'il n'y a pas de prédation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prédation, mais sur ces deux questions, Bon, messieurs, alors, sur ces deux questions, il n'y a pas de malversation. donner de la clarté. D'accord, on arrête. C'est bon, un autre sujet nous attend. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Le destinataire saura quoi faire de ce Pour lui rapport. dire, Bon, la alors, gestion est bonne. oui, d'accord. Oui, c'est bon. Merci, messieurs. Une autre affaire nous attend. Nous allons aller au Sénégal. Et une affaire, oui, aussi juridique. Ousmane Sonko qui n'est plus de la course à la présidentielle puisque son dossier a été rejeté au Conseil constitutionnel. On en parle avec Davis Oyo et on se retrouve juste après. Le feuilleton politico-judiciaire opposant Ousmane Sonko à l'État sénégalais semble être interminable. Après son admission sur la liste électorale et alors que ses dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 27 février prochain sont en cours d'examen, le principal opposant se heurte une fois encore à une décision de justice. La Cour suprême sénégalaise a confirmé la condamnation d'Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. La peine avait été prononcée en appel en mai 2023 dans une affaire de diffamation, injure et faux qui opposait Ousmane Sonko au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Le maire de Ziguinchor l'avait accusé fin 2022 d'avoir été épinglé par un rapport de l'Inspection générale des finances pour des fautes de gestion lorsqu'il assurait la coordination d'un programme agricole de l'État. À 2 semaines de la publication définitive de la liste des candidats à la présidentielle, la décision de la Cour suprême compromet véritablement l'éligibilité d'Ousmane Sonko en détention depuis le 29 juillet pour plusieurs chefs d'accusation, dont l'appel à l'insurrection. Selon le code électoral, les personnes condamnées à une peine avec sursis inférieure ou égale à 6 mois sont inéligibles pour une durée de 5 ans. Ousmane Sonko pourra-t-il s'en sortir une fois de plus ? Ben voilà, la question est posée par Davis Oyo. Félix Boni, est-ce qu'on peut dire que c'est terminé pour le leader du PASTEF? Mais qu'est-ce que vous attendez encore? Tout était prévisible. Tout a été mis en œuvre pour que Sonko ne soit pas candidat, en tout cas pour les présidentielles à venir au Sénégal. Et cette histoire me rappelle une certaine histoire, même en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelait à l'époque le TSO, tout sauf Ouattara. Au Sénégal, c'est une sorte de TSO encore, tout sauf Ousmane, pour ne pas dire TSS, tout sauf Sonko. Alors, le pouvoir a mis tout en place et moi, je ne vais pas passer par 4 chemins pour le dire. Tous ces artifices juridiques pour empêcher la démocratie sénégalaise, qui jusque-là est un modèle, de s'exprimer. On a mis tout en œuvre pour que... Regardez le dernier procès, l'affaire avec le ministre du Tourisme. Regardez le timing de ce procès. C'est-à-dire, à quelques jours, au moment où nous sommes en plein dans les dépôts de candidature, un autre dossier. Même si les autres devaient lui permettre d'aller encore plus en avant, ce dossier encore vient intervenir et ça casse tout. Donc, Ousmane Sonko ne sera pas candidat aux élections présidentielles au Sénégal, pas parce qu'il n'en a pas le droit, parce qu'il y a quelqu'un, un pouvoir, une procédure, une utilisation de l'instrumentalisation de la justice pour l'empêcher d'y être. La preuve qu'on a instrumentalisé la justice, mais on a instrumentalisé la politique pour permettre à des gens qu'on a bloqués hier d'être là. Et on bloque celui-là. Alors, quelque part, la question qu'on se pose, Ousmane Sonko, c'est la Casamance. Est-ce qu'on veut empêcher un Casamancé d'arriver au pouvoir au Sénégal? Ça ressemble à une certaine histoire en Côte d'Ivoire. À un moment, j'ai dû entendre ce discours. On veut m'empêcher d'être président parce que je suis et ceci. Mais je crois que Ousmane Sonko pourrait dire on veut m'empêcher d'être président parce que je suis de la Casamance. Et je crois que le résultat, Ousmane Sonko ne sera pas candidat aux élections présidentielles parce que le dépôt des candidats, d'ailleurs, la candidature a été rejetée faute de parrainage. Le parrainage, c'est conclu, c'est fini. Le Conseil ne l'a pas dit. Le Conseil ne l'a pas dit. Si, c'est pratiquement clair. Le dossier il a dit dossier incomplet. Incomplet parce que les éléments de parrainage n'y figurent pas. Il n'a pas pu payer, il n'a pas
sont reçus du Trésor tout simplement parce qu'on ne lui a pas permis de payer. Alors tout ça, ce sont des structures de l'État. A dit qu'on a utilisé les moyens de l'État, l'armée, la justice, les moyens de l'État pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Il aurait été intéressant qu'on permette à tout le monde d'être candidat parce que Sonko ne souffre d'aucune... C'est-à-dire, rien ne l'empêche d'être candidat dans son pays. Et puis le peuple sénégalais allait choisir son président. Précisons que l'opposition a gagné pratiquement les élections législatives passées. Ça veut dire que le pouvoir était dans une mauvaise passe déjà lorsque l'histoire Sonko a pris toute l'ampleur qu'on connaît. Lansini Bakayoko. Quand j'ai écouté Félix, j'ai eu l'impression d'écouter un conte sénégalais, notamment de la Casamance. C'est un conte, c'est de la fiction. Mais pourquoi vous voulez discréditer la justice sénégalaise? Pourquoi? La fois dernière, je vous avais dit qu'il faut laisser la justice faire son travail. Est-ce que des éléments factuels n'existent pas? On peut parler de manipulation, mais quand on fait de la politique, on a un devoir d'exemplarité. Et je pense que l'adversaire en politique s'engouffre toujours dans les brèches. Il n'y a pas de cadeau en politique. Il n'y a pas de cadeau. La petite affaire, on la grossit, on l'exploite et puis on se fraye le chemin. C'est la mauvaise politique. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Donc je pense que Ousmane Sonko aurait dû mettre un peu plus d'ordre dans ses idées et dans sa manière de faire pour ne pas avoir à faire face aux juridictions sénégalaises. Pour ma part, je me garde d'insulter le peuple sénégalais à travers sa justice, comme l'a fait mon voisin. J'ai dit que la décision de justice sénégalaise, je la respecte. Une partie du peuple sénégalais. Parce que mais la justice est rendue au nom du peuple. Se reconnaître entre la justice est oui, mais nous sommes dans le principe. La justice est rendue en démocratie. La justice est rendue au nom du peuple. Et la justice sénégalaise a rendu sa décision. Quand la juridiction de Ziguinchor avait rendu une décision la fois dernière, vous l'avez soulevé les deux bras et l'avez acclamé. Moi aussi, j'avais acclamé, mais j'avais fait confiance à la justice sénégalaise. Maintenant qu'il y a une autre décision contraire, pourquoi voulez-vous que les décisions soient unilatérales et forcément dans la direction que vous voulez? Non, la justice sénégalaise a fait le boulot et son boulot, et Ousmane Sonko devrait pouvoir attendre ultérieurement pour espérer se mettre à la tête de l'État sénégalais. En tout cas, pour ces avocats, ce n'est pas encore terminé. Et ils entendent poursuivre au niveau de la Cour suprême. Professeur Dion, est-ce que pour vous, c'est encore possible? Trois petites choses. La première chose, c'est que Ousmane Sonko s'est engagé dans un rapport de force avec le pouvoir. C'est un rapport de force qu'il a perdu. Ça, il faut le constater. Il a perdu cette guerre-là. La deuxième chose, il a dit très rapidement, la politique, c'est une forme de guerre. Il y a des stratégies, il y a des stratagèmes. On utilise tout ça pour vaincre l'adversaire. C'est ce qui a été fait. Et puis, le président Macky Sall a été un artiste en la matière. Parce que ce que Sonko lui a opposé, c'était quoi? C'était la force de la rue. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça renverse un État et ça renverse un pouvoir. Macky Sall a réussi à juguler ça. Et une fois que ce mauvais vent est passé, c'est fini. Donc, troisième chose, je retourne à Machiavel, père de la science politique. Il y a trois choses claires en politique. Il y a la loi, il y a la force et il y a la ruse. Si vous n'avez pas la loi de votre côté, si vous n'avez pas la force de votre côté, vous avez la ruse. Exactement, exactement. Le prince. En fait, au Sénégal, moi, je déplore un peu ce qui arrive à Ousmane Sonko. Je note que le Sénégal rappelle la transition en Côte d'Ivoire sous Guèye, où il y a un certain nombre de candidats qui avaient été éliminés. Et puis, paix à son âme, Guèye pensait en profiter, il n'en a pas profité en 2000. Pareil au Sénégal, dans la même période 2001, il y a 12 ans maintenant, avec Macky Sall, où il y a eu un boycott. Ils n'ont pas été exclus. Il y a eu un boycott et ça a profité au candidat Macky Sall. En 2011 alors, pas 2001. Oui, voilà, en 2011, oui. Oui, voilà, 2011, 10 ans après. Donc lui, il a fait ses 2 mandats. Il n'y a pas eu de boycott en 2011. Il y a eu un boycott d'une partie de l'opposition qui avait reproché à Macky Sall d'être allé à l'élection, d'être même un traître et de partir à une élection que Ouad était parti pour gagner et il servait de faire valoir
le KKB à l'époque du Sénégal ou les AFI là. Donc, non, mais selon eux, Wade aurait tout gagné. Le monde était candidat. Je parle d'absence. Ils ont été absents. Ils étaient éligibles, ils ont été candidats, les candidats partis. Après, ils ont boycotté l'élection. Ils n'ont pas voulu y participer. Et Macky Sall, qui n'était pas dans une posture de leader et qui, avec la présence des autres, n'aurait pas certainement pu arriver au second tour, a lui mené campagne contrairement aux autres. C'est la situation dans laquelle on a été en 2020 en Côte d'Ivoire, où les candidats Bédié et Afinguessan, père à l'âne du président Bédié, ont fait le choix du boycott. Et puis, il n'y a pas eu quelqu'un qui aurait pu être le Sonko de l'époque. KKB espérait sans doute l'être. Il ne l'a pas été. C'est ce que j'explique pour dire que Macky en a profité. Profiter des absences. Wade, à l'époque, alors que sa candidature était récusée, par l'opposition, comme en 2020 ici, qui se disait non, qui boycottait, a pensé que cette situation l'aurait arrangé. Et c'est pour dire qu'elle ne l'a pas arrangé. Et il y a eu un troisième larron en embuscade, Macky Sall, qui en a profité. Ayant donné ces deux exemples, je donne un troisième exemple pour dire au Sénégal, il n'y a pas longtemps, les titulaires avaient été exclus, leur liste avait des anomalies. Mais, comme tu as dit, les suppléants ont failli remporter, ou plus ou moins remporter, l'élection législative. Aujourd'hui, on ne sait pas. Si tous les candidats de la tendance Sonko, on dit à 3, à 4, à 5, seront exclus, même si c'est le cas, il peut toujours avoir des plans X à Z, et au bout, il n'est pas évident, c'était là ma démarche, ma démonstration, rien ne nous garantit que le candidat du pouvoir sortant, Amadou Ba, le candidat de Macky Sall, pourrait gagner. Du tout sauf Sonko, on pourrait arriver à du tout sauf Macky Sall ou du tout sauf Amadou Ba, et à terme, comme Guy en 2010, comme Wade plus tard, et puis comme dernièrement, il est possible que tel est pris qui croyait prendre le plus rusé à la fin, Machiavel, tout le monde a lu Machiavel, et puis le monopole du machiavélisme n'appartient pas à un seul camp. Est-ce que je vous l'ai dit? Et le peuple, le plus grand Machiavel, ce sont les peuples. Les peuples. Les plus grands Machiavel, ce sont les peuples. Ils ont la vraie force. Ce n'est pas nécessaire. Bon, d'accord. Moi, je dis, c'est exactement la même lecture que je fais. Le professeur a parlé de la loi, il a parlé de la force et de la ruse. Et effectivement, c'est la ruse qui a permis à Macky Sall de s'infiltrer et de devenir président. Voilà. Aujourd'hui, la même ruse peut prendre celui qui croit avoir pris Sonko, mais Sonko éliminé. Mais on sait que le peuple sénégalais n'est pas forcément... La preuve, le pouvoir a eu du mal aujourd'hui à pouvoir avoir la majorité pour composer son gouvernement. Du coup, cette majorité qui est dans l'opposition peut se rabattre sur quelqu'un d'autre et peut-être Sonko, par cette personne, pourrait retrouver son éligibilité de sorte que l'histoire, le tribunal de l'histoire, un jour peut-être donne raison à Sonko. La preuve en Côte d'Ivoire, plus tard, le président Ouattara a pu se présenter et aujourd'hui, il est président de la République en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de souhaiter d'être un partisan de Sonko pour qu'il soit forcément président au Sénégal. Mais une chose est sûre, les jeux vont se jouer avec les autres opposants qui y vont. Et il n'est pas évident que le pouvoir qui pense avoir cassé du Sonko pour conserver son fauteuil puisse forcément conserver ce fauteuil. D'abord, ce n'est pas ça l'objet, mais je voudrais juste faire quelques ajustements par rapport à ce que Alafé vient de dire. C'est-à-dire qu'en 2011, quand Macky Sall venait au pouvoir, personne n'avait boycotté, en réalité. Seulement, la candidature d'Abdoulaye Wade qui avait été soupçonnée, ou bien en tout cas taxée d'anticonstitutionnelle par son opposition, il était dans une coalition qu'on appelait Benno Siggil Sénégal. C'est cette coalition, la candidature d'Abdoulaye Wade avait été jugée inconstitutionnelle. Et donc, les candidats comme Idrissa Seck, comme Ahmad Dansoko, comme Moustapha Niasse et autres, avaient passé tout le temps à contester la constitutionnalité de la candidature d'Abdoulaye Wade. Pendant que Macky Sall est très rusé, mais c'est ce que j'ai dit. N'avait pas fait allusion à cela. C'est alors ce qu'il a dit. Et avait fait campagne. Non, mais ce n'était pas un boycott. Avait fait campagne dans le pays et finalement les gens n'ont pas fait campagne. Cette précision-là. Oui, mais ils ont contesté la candidature de Wade. Ils n'avaient pas boycotté, puis ils étaient candidats. Et ils ont même dit qu'ils se sont sortis de l'élection, ils n'étaient pas candidats. Ils reprochaient à Macky Sall d'y aller et de légitimer Wade. Pour eux, Wade gagnerait et Macky Sall était allé pour l'accompagner. C'est clair. C'est au deuxième tour.
que Macky Sall a remporté les élections. Selon ces opposants-là, un deuxième tour était impossible. Wade aurait gagné. Il a tout mis en place pour gagner. Vous avez vu, c'est pour ça d'ailleurs pas cela le sujet. Dans le cadre du partage du pouvoir, Moustapha Niasse on sort de 2011, là c'est 2024. De l'Assemblée nationale. Dans le cadre du partage du pouvoir, Moustapha Niasse est devenu le président de l'Assemblée nationale. Bref, on sort de 2011, on vient en 2023. La situation de second tour s'est présentée. Ils ont changé de stratégie et ils ont rallié. Oui, on sort de 2011, ça fait quand même. Pour venir en 2024, pour terminer, vraiment. Pour terminer en 2024, moi je pense que les jeux sont ouverts. Les jeux sont ouverts. Malgré l'exclusion de Sonko. Malgré l'exclusion de Sonko, les jeux sont ouverts. Et le Sénégal ne va pas s'arrêter parce que Ousmane Sonko n'est pas sur la ligne de départ. Il y a d'autres candidatures valables. Vous avez vu la dernière fois, le fils Wade s'est déclaré candidat. Et le PASTEF qui n'a pas encore dit son dernier mot. Le PASTEF qui n'a pas encore dit son dernier mot et qui a un candidat de substitution. On termine avec les jeux sont ouverts. Professeur Dion. Je ne termine pas forcément sur ce qu'il a dit, mais une réponse amicale à la fait. Un jour, un parlementaire me demandait des conseils sur la politique. Je lui ai dit de lire Machiavel. Et il m'a sorti la même réponse. Il dit, mais professeur, nous tous, on a lu Machiavel. Et je lui ai demandé est-ce qu'il a lu les 878 pages de Machiavel. Il m'a dit, mais non, moi j'ai lu Le Prince, ça ne fait pas beaucoup. J'ai dit, non, Machiavel, c'est 878 pages, parce que c'est toutes les œuvres de Machiavel. Je voulais terminer sur ça. Merci, professeur. Merci à Alafi Wakile, merci à Félix Boni, Nassili Bakayoko, merci à toutes les équipes techniques autour. La réalisation, Fofana Mamadou, merci à David Soyo pour le reportage. Restez sur RTM, tout de suite le journal de 20h. Et vous savez quoi, nous allons marquer une pause, le temps de la CAN. La CAN à suivre dans toutes les articulations sur RTI1. Et nous, on se retrouve juste après.